Salut, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver dans After CAN, votre rendez-vous foot tous les soirs après la dernière journée de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. On connaît un quatrième pays qualifié pour les huitièmes de finale, le Maroc, qui rejoint donc le Nigeria, l'Algérie et forcément le pays hôte, l'Égypte. Mais aussi, il y a eu au programme un choc entre les Aigles de Carthage et les Aigles du Mali, un choc qui a tenu toutes ses promesses et qui s'est soldé par match nul. Et enfin, la dernière affiche du soir, entre l'Afrique du Sud et la Namibie, courte victoire de l'Afrique du Sud. On va débriefer ces trois rencontres pendant à peu près l'heure de jeu qui nous est impartie. Comme d'habitude, vous savez qu'il y a le live sur Facebook et aussi le site www.centrafrique.com. Allez notamment sur le live ou aussi sur le hashtag AfterCAN. Posez vos questions, donnez vos avis en commentaire. On y répondra en plateau avec mes invités. D'ailleurs, aujourd'hui, plateau de choix avec Anderson Awa, ancien joueur professionnel et surtout fondateur de Spimac. Bonsoir Anderson. Bonsoir. Ravi de t'avoir parmi nous. Merci. Malgré la défaite des éléphants, je sais, mais bon, on en reparlera. Il y a beaucoup de choses à dire. Babacar Sall. Comment ça va, Babacar. Ça va. Remis de la défaite des Lions? Je suis pas prêt encore. Pas encore? Non. Ouais. Un invité mitigé, c'est Farouk Abdou de Lucarne Opposé au foot. La Tunisie a fait un partout, mais bon, résultat, ça va, mitigé. Ça va, ça aurait pu être pire. Ouais. Bonsoir Mansour, bonsoir. Plutôt optimiste alors? Plutôt. Et enfin, Thierry Mouyouma, ancien international gabonais. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Pas trop d'enjeux pour toi, donc ça va. Là, tu t'es serein. Le seul enjeu pour moi, il est sportif. Oh, okay. Voilà, et puis il y a un arbitre gabonais à la CAN, donc c'est Peut-être qu'ils se retrouvent en finale. Alors, messieurs, voilà, cette journée a commencé par le choc entre les Aigles de Carthage et les Aigles du Mali. Finalement, un score d'un but partout. Farouk, je vais m'adresser aux fils concernés de ce match. On va dire quoi? C'est un nul entre bons amis ou ça aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre? Le sentiment est mitigé. La Tunisie a fait une prestation plus convaincante qu'au premier match contre l'Angola. Le changement tactique a fait que l'équipe était plus équilibrée, plus solide, avec plus un plus grand sentiment de solidité. Après, la défaite aurait été injuste vis-à-vis de la physionomie globale du match. Le Mali était un peu moins en vue que contre la Mauritanie, mais s'est montré dangereux à chaque fois qu'elle passait le rideau. La Tunisie a des problèmes offensifs qu'elle va devoir régler. Ouais. Elle est encore en vie, mais elle va devoir les régler pour le dernier match. Alors Babacar, on s'attendait à un match qui devait être une des affiches du jour. Est-ce que ça a tenu ses promesses? Alors on va pas dire que ça a tenu ses promesses, mais bon, depuis le début de cette compétition, à chaque fois qu'on parle de choc, malheureusement, ça tient pas les promesses. On a vu hier le match entre l'Algérie et le Sénégal. Malheureusement, ça n'a pas été un grand match. Mais pour le coup, celui-là a été plutôt intéressant. Une belle bataille au milieu de terrain. Malheureusement, encore une fois, une boulette d'un gardien tunisien. Il faudra que tu nous expliques ce qui se passe avec les gardiens tunisiens parce que vous avez pas mal de problèmes. Ma petite théorie sur ce point-là. Le Mali qui a été moins entreprenant que contre la Mauritanie. La Tunisie qui a mieux joué que contre l'Angola. Après, je pense que c'est un match nul qui arrange pas les deux équipes. Enfin, ça arrange le Mali qui se rapproche de la qualification. Et pour la Tunisie, ça va être un dernier match décisif. Justement, j'allais vous demander, Anderson, à qui est la bonne affaire avec ce partage des points? On pourrait dire plutôt que ça serait pour le Mali, puisque effectivement ils sont bien engagés quand même pour se qualifier. Je pense que c'est une équipe solide. Il y a quand même un groupe assez intéressant qui joue bien depuis quand même quelques années. Après, attention, on a vu quand même des équipes se qualifier avec 3 points. Donc pourquoi pas aujourd'hui une qualification de la Tunisie avec seulement 3 points. D'ailleurs, on avait vu Thierry, une Tunisie qui a démarré fort le match et après c'est retombé. Oui, mais quelquefois dans ce genre de match, il y a l'adversaire qui vous fait les jouer. Ouais. Je pense que la Tunisie avait besoin de points, surtout se positionner, prendre la première place du groupe. Il se souviendra quand même que dans cette compétition à 24, le premier de chaque poule a la facilité de rencontrer le troisième. Ouais. Donc, techniquement, la mauvaise équipe du groupe opposé. C'est important pour la Tunisie de se mettre en valeur, déjà pour prendre la place des Aigles du Mali. Farouk, partage cette opinion? On va dire que par rapport à la tactique qui était très critiquée contre l'Angola, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui n'étaient pas à leur poste, et on sentait vraiment le collectif complètement perdu en deuxième mi-temps, là il y a eu, on va dire, un sentiment plus d'équilibre. On retient la prestation de l'axe central qui a bien verrouillé Marega et qui a bien réussi le défi physique. Skiri a été une nouvelle fois très satisfaisant avec Chaleli au milieu. Mais le problème, c'est que le secteur offensif a encore été poussif, qui a eu beaucoup de difficultés à se procurer des occasions. Là, on va voir les statistiques du match. Je te laisse continuer si tu veux. Mais... En fait, vu qu'on est revenu sur un 9 un peu plus classique qui joue à ce poste-là, à chaque fois qu'il décrochait, il n'y avait pas quelqu'un qui permutait pour venir
pour venir prendre la place d'attaquant de pointe. Il y a eu un peu cette difficulté-là. On ne sentait pas que le jeu était fluide. Et une fois que le but un peu boulette a été encaissé, on sentait un peu plus de fébrilité. Ouais. Et ça n'a pas pour autant permis à la Tunisie de se lâcher et d'être plus offensif. Et d'ailleurs, sur ce match qui était assez équilibré, on a vu les statistiques, à 8 tirs partout, 53 à 47 en termes de possession. Le déclic est comme souvent venu des coups de pied arrêtés. Ouais, j'ai envie de dire, c'est un peu la clé de cette compétition. Pas mal de buts sont inscrits sur coup de pied arrêté. Là, malheureusement, encore une fois, une erreur, comme je disais tout à l'heure, de Moïse Hassen. Pareil pour l'égalisation de Kazri. Un coup franc détourné par Marega, je crois bien, dans son but. Bon, c'est pas un but contre son camp, on va l'accorder à Kazri notamment. Mais je pense que la clé de ce match, comme disait Farouk, la Tunisie a bien fait de changer son système. Ouais. Il se fallait de continuer à tenter des choses, mais malheureusement, on n'a pas eu cette envie côté tunisien de se lâcher. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ils ont été menés au score, ils auraient dû se lâcher et tenter plus de choses. Quand ils ont égalisé, ils auraient dû se ruer à l'attaque, parce que bien évidemment, le Mali attendait cette Tunisie, parce qu'avec 4 points, ça arrange bien évidemment cette équipe-là. Et la Tunisie est en danger avec 2 points uniquement. Ouais. Donc à un moment donné, même si on connaît la capacité de la Tunisie, même s'ils se qualifient avec 3 points, on sait très bien qu'ils peuvent aller au bout. Donc, voilà. Alors forcément, on va revenir sur le fait marquant de ce match. C'est le premier but encaissé à la Tunisie et marqué par les Mali, sur un corner rentrant. Une faute de main énorme de Moïse Hassen. Alors, il y a 4 jours de ça, Farouk, on a vu un débat déjà sur les gardiens, parce que Farouk Ben Moustapha avait déjà fait une première faute de main. On change de gardien pour le deuxième match, nouvelle faute de main. Ça va être quoi la suite? Troisième match, on fait rentrer Ben Cherifia? Le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment blâmer Moïse Hassen d'être envoyé au feu alors qu'il fait une saison quasi blanche. Ouais. Le problème, c'est que avant l'arrivée de Moïse Hassen pour la Coupe du Monde 2018, toutes les dernières années qui ont précédé, les 4 principaux gardiens qui tournaient, c'était les 4 gardiens des grands clubs. Ouais. Et ces gardiens, que ce soit dans des compétitions importantes en club ou en équipe nationale, dans le cas de la CAN 2012, avec cette erreur fatale de Matlofi contre le Ghana, tous ces gardiens-là ont fait des erreurs qui auraient pu remettre en cause leur statut, mais ils n'ont jamais été remis en cause en club. Et une potentielle relève n'a pas pu être développée. Et au fil du temps, ces gardiens-là ont un peu... ce sont des bons gardiens, mais ils étaient assez irréguliers. On se retrouve dans une situation où on a 2 qui, finalement, sont là depuis plusieurs années, mais n'ont pas réussi à s'imposer, et un gardien expatrié, mais qui n'a pas joué de la saison. La question que j'ai envie de poser, est-ce que le sélectionneur fait bien de changer ses gardiens à chaque fois qu'il y a une erreur? Moi, c'est la question. Comment tu veux donner de la là, si ça se trouve, il était en crise de confiance. Si ça se trouve, Ben Moustapha, qui avait là l'occasion vraiment pour la première fois de commencer une compète comme titulaire, alors que ce n'était pas vraiment le cas sur les années précédentes. Il était plutôt numéro 3 ou au bord numéro 4, numéro 3. Là, c'était peut-être un enjeu beaucoup plus important pour lui, et cette faute-là, peut-être... On va demander peut-être l'avis des deux professionnels, anciens professionnels qui, eux, connaissent la vie de vestiaire, notamment ce qui se passe pour le rôle de gardien. Comment est-ce qu'on gère cette situation-là? Parce que c'est compliqué, Thierry, du coup, parce qu'on fragilise tous ces gardiens quand on est comme ça. Oui, surtout quand on va à une compétition comme la CAN, la Coupe du Monde, il faut classifier l'ordre des gardiens de but. Mais le cas de la Tunisie, dans cette CAN, j'ai envie de dire que la Tunisie n'est pas le seul pays qui a changé de gardien après son premier match. C'est difficile pour le gardien de but de se rassurer. Quand on part dans une compétition, on a les matchs amicaux qui servent, et on a des éliminatoires qui amènent l'entraîneur à décider qui va être le premier gardien. Ouais. Et j'avais aussi envie de poser une question à Farouk sur la position de gardien en Tunisie. Pourquoi? Parce que moi, quand je suis passé en Tunisie, je sais que dans les années 90, les gardiens étrangers n'étaient pas admis au championnat tunisien. C'est vrai. Parce que la Tunisie avait déjà ce problème. Chokri Elouer était remplaçant à l'époque. Le gardien du Sénégal et le gardien du Sénégal aussi, Cheikh Seck, à l'époque, était titulaire. Donc il y avait ce souci. Donc la Tunisie, aujourd'hui, a un réel problème de gardien de but. Donc c'est pas évident aujourd'hui. Ouais. Connaissant l'entraîneur, enfin, je ne sais pas lequel entraîneur, vous savez, avec Kanzari ou c'est Giresse, connaissant Alain Giresse, que j'ai eu comme sélectionneur, il n'y a pas de sérénité dans le groupe, surtout à ce poste aujourd'hui. Mais est-ce que justement, ce n'est pas le coach qui doit rassurer son gardien, mettre une hiérarchie, un titulaire et des remplaçants? Parce qu'on a l'impression que tout le monde peut jouer. Mais moi, personnellement, je serais à la place du coach, effectivement, je n'aurais pas changé de gardien. Ouais. Je pense que dans la vie d'un groupe, justement, c'est un mauvais signe renvoyé aux autres joueurs. Et effectivement, ça ne le mettra pas en confiance. Après, encore plus que le fait que le deuxième gardien fait aussi se plante aussi, voilà. Donc voilà. Après, pour revenir sur ce que tu disais par rapport
au problème de gardien de la Tunisie, tout part aussi de la formation. Aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même un réel problème aujourd'hui dans la formation des gardiens de but en Tunisie. Et ça part de là, on ne prépare pas les générations suivantes, donc ça part des espoirs, ça part des U17 ou des U19. Il faut préparer ces gardiens-là, et c'est vrai que là, on arrive en équipe première, en équipe nationale, et bien, il y a un problème de gardien de but. La place, une fois qu'ils sont prêts. Exactement. Et pendant des années, c'était les mêmes clients qui verrouillaient les places. Et maintenant que certains... là, la hiérarchie est volatile, parce que, par exemple, le gardien qui a joué contre l'Angola, on pensait qu'il sortirait du paysage parce qu'il est allé jouer en Arabie Saoudite, mais il s'est maintenu. Ben Chérifia de l'Espérance de Tunis, qui est le gardien numéro 3 dans la hiérarchie actuelle, pourrait très bien être numéro 1, parce qu'après avoir plongé en 2017, il avait fait des boulettes en Ligue des Champions. Là, il est revenu récemment bien. En fait, il est difficile de savoir lequel est le plus fort. Il n'y en a pas un qui sort du lot, en fait. Actuellement, non. Il y avait un historique qui avait réussi à prendre la place avant 2018, qui, cette fois, est Matlotti qui est définitivement parti. Ça a laissé encore beaucoup de volatilité. Mais justement, c'est au sélectionneur ou au coach d'installer cette hiérarchie. C'est sûr. Oui, mais il faut qu'il installe. Avec l'avis, l'entraîneur des gardiens de but. J'ai envie de dire qu'au jour d'aujourd'hui, dans cette incertitude, au poste de gardien de l'équipe nationale de Tunisie, par exemple, le sélectionneur, lui, il peut rien. Parce qu'il prend l'avis d'entraîneur de gardien de but. Qui dit je sens que ce garçon peut faire ce match, je sens que ce garçon peut nous porter. En confiance également avec sa défense. Parce que l'erreur de Moyassine, la première, en première mi-temps, il y a la même, il fait une faute de main. Il faut prendre en compte les 18 km/h du vent. Parce que les stades en Tunisie, c'est des plaines de sport. Ça tombe bien que vous parlez de ça, parce que Moyassine, il se dédouane un petit peu sur ce but. Il dit la chose suivante: avec le ballon, le ballon a été dévié un peu et je l'ai relâché. Ces choses-là arrivent à tout le monde. J'estime avoir fait un bon match. Oui, c'est-à-dire qu'il ne le prend même pas. Parce que lui, sur son appui, on voit tout de suite que la position du vent, lui, il a un ballon, il est serein. Parce que quand ils y vont, qu'est-ce qu'il dit? Je l'ai. Mais le vent détourne complètement le ballon. Et là, il est déjà en déséquilibre. Il ne peut pas revenir. En premier mi-temps, il a la même action. Oui, il va simuler, il fait semblant de se blesser. Mais comme disait Farouk, le mec il arrive à la compétition, il n'est pas serein, il n'a presque pas joué. C'est spécifique pour le gardien de but. Et le staff est arrivé, le nouveau staff, ça date de novembre, il y a eu 6 matchs. Si ça se trouve, la prise de décision n'était pas encore définie. Est-ce que Hassen est suffisamment apte pour jouer? Où en sont les deux autres? Peut-être que ça n'avait pas beaucoup avancé là-dessus. Je voulais dire justement, peut-être qu'on se focalise effectivement sur ce premier match, cette première boulette, mais peut-être qu'il était déjà en discussion par rapport, je n'ai pas suivi les matchs amicaux et les matchs de préparation de la Tunisie, mais déjà la réflexion s'est faite à ce niveau-là. Et le premier match, c'était une confirmation donc pour pouvoir le changer. Mais c'est vrai que c'est dans un groupe, dans une compétition, où on a 3 matchs de qualification, ensuite après on attaque les phases finales, ce n'est pas un bon signe de changer rapidement de gardien comme ça. Surtout que là c'est vraiment le plus dangereux, parce que là la Tunisie est en sursis sur les derniers matchs, donc va s'attaquer à d'autres problèmes, c'est-à-dire qu'ils devront marquer, ils devront ne pas prendre de but, sauf que pour l'instant on ne sait pas qui sera titulaire au poste de gardien de but, et ça se trouve le 3e gardien va rentrer dans la danse, et bien évidemment on manque de confiance pour les 2 autres, la suite de la compétition peut être difficile pour eux. Mansour, pour revenir au cas spécifique de la Tunisie, il n'y a pas que le problème de gardien. Moi, je prends le cas du milieu de terrain. Ils ont un milieu de terrain, un trio évidemment très fort, c'est avec Msekani. Mais les 3 se marchent les uns sur les autres, en phase offensive. Ce qui se passe, c'est que Msekani, je ne sais pas si je prononce bien son nom, n'était même pas censé jouer ce match. S'il est blessé, il y a un problème. Et là, la difficulté, ils sont menés au score, il faut faire rentrer. Mais les 3, c'est l'un des rares qui arrive à se retrouver entre les 2 lignes. C'est-à-dire qu'avec lui, on arrive à aligner les 2 premières lignes de l'adversaire. Mais du coup, est-ce que, on va quand même revenir au sectionneur Alain Giresse, est-ce qu'il a fait les bons choix du coup dans sa liste des 23 Faro? Parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de profils qui sont similaires. On va dire que le secteur offensif, par définition, est verrouillé par les 3 principaux qui sont censés être évoluer dans un 4-2-3-1. Donc la priorité, c'est prendre 2 attaquants qui tourneront au poste d'attaquant de pointe. Et le but, ça va être surtout de savoir quel milieu de terrain derrière eux, derrière les 3, va leur donner les bons ballons, savoir à la fois donner l'équilibre défensif et offensif. Et là-dessus, en fait, comme sur la base, comme on en avait discuté lundi, sur la base d'un match amical contre la Croatie qui avait marché, il y a eu dans un premier temps cette idée, on met un milieu de terrain où les gens ne sont pas nécessairement à leur poste, mais on compte sur le fait qu'ils soient polyvalents pour s'adapter vite. Changer d'avis au bout du 2e match prouve qu'il y avait des hésitations, pas dans le choix des hommes nécessairement, mais dans la disposition. Alors on va quand même aussi parler de l'adversaire un petit peu, c'est le Mali. Le Mali qui maintenant, avec une victoire après la Mauritanie et un match face à la Tunisie à 4 points, le Mali avance doucement mais sûrement, Babacar. Le Mali avance doucement, sûrement, tranquillement aussi, parce que ça reste 2 matchs, 0 défaite.
Il y a eu une victoire, un match nul. Le match piège aurait pu être contre cette équipe de Tunisie. Ils sont bien sortis en prenant qu'un but et en marquant un but. Donc je pense que le Mali, déjà, m'avait impressionné sur le premier match. Ouais. Concrètement, je ne les voyais pas aussi forts offensivement. Il n'y a pas forcément de gros stars. Marega peut-être la grosse star, mais ne prend pas ce rôle vraiment à cœur, j'ai l'impression. Donc on a l'impression que c'est une pléiade de bons joueurs qui jouent ensemble et qui va tenter d'aller le plus loin possible. Alors on a une question internaute, d'ailleurs l'occasion de nous rappeler que vous pouvez réagir sur la Facebook, envoyer vos questions, on sélectionnera les pertinentes parce que bon, des fois il y en a certaines, c'est pas trop ça. Mais quand même voilà, une question donc de Starboy Levisco qui nous demande: est-ce que le Mali pouvait espérer plus qu'un nul sur ce match, Anderson? Non, je pense qu'effectivement, il peut avoir des regrets. Il peut avoir des regrets quand même, parce que c'est vrai que voilà, la Tunisie égalise. Surtout le coup franc dévié. Ouais. Le coup franc dévié, c'est sûr que là, ils auraient assuré leur qualification. Et pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un groupe, c'est ce que je disais dans un premier temps, il y a un groupe qui est en train de se dessiner au niveau du Mali. Pas forcément effectivement de grandes stars, mais il y a un groupe qui est en train de se dessiner. Et c'est vrai qu'ils pourraient avoir des regrets, mais ils restent quand même encore, voilà, ils sont dans la course et je pense que ça peut être une belle petite surprise. C'est vrai que le Mali, on n'en parle pas beaucoup, Thierry, on ne les a pas mis parmi les favoris, pas parmi les outsiders, mais on sent qu'il y a un collectif, il y a une certaine homogénéité. Oui, il faut comprendre que cette équipe du Mali a dans son sein beaucoup de joueurs qui viennent issus des catégories inférieures. Il faut comprendre que le Mali, les 4 dernières années, a participé à notamment plusieurs finales de Coupe d'Afrique, a gagné, a été en Coupe du Monde. Ouais. Et cette équipe, aujourd'hui, je pense qu'elle pouvait faire mal à la Tunisie si M. Magassouba a réussi à faire des changements, faire rentrer Nos beaucoup plus tôt et sortir Diaby. Parce que le capitaine du Mali, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté à la ligne tout le match. C'est vrai que le Mali, en phase offensive, jouait en 9 et demi. En phase défensive, ils avaient 8 joueurs. Parce que Maléga, il ne revenait pas et lui ne revenait pas. Donc, je pense dans le déséquilibre défensif de la Tunisie, dans les transitions attaque-défense, le Mali aurait pu surprendre la Tunisie avec beaucoup de vitesse. Ce qui n'a pas été le cas. Ajouté à cela, il y a quand même les mauvaises décisions des arbitres. Parce qu'en plein mi-temps, le défenseur tunisien, il sait qu'il est coupable. Ouais. Un contre un, il accroche le bonhomme. Au détriment du Mali, l'arbitre aurait pu quand même... Voilà, je voulais revenir un petit peu aussi sur l'arbitrage parce que sur ces derniers jours, on a beaucoup de, on va dire, petites erreurs qui, mises bout à bout, commencent à faire beaucoup quand même, Farouk. Sur le cas de Tunisie-Mali, bon, les cartons jaunes sont justifiés. Oui. Après, j'ai quelques doutes sur le fait qu'une sévérité plus dure a pu être appliquée. En revanche, la vraie erreur qui a fait polémique, c'est la faute sur Mané hier contre. Oui, ça c'était le Sénégal géré. Celle-là avait, pour le coup, je me rappelle du match entre l'Égypte et les RDC où j'ai l'impression que ils sont un peu fait flouer. C'est vrai, oui, il y a cette faute, normalement il doit avoir carton rouge. Ah ouais. C'est ce qu'on appelle un arbitrage maison. Oui, classique. J'irai pas jusque-là, mais en tout cas... N'ayons pas peur de mots. On va dire. Stade Africa, c'est l'un des médias aujourd'hui qui parle du football africain par des Africains. Ouais. La CAF nous intéresse, le continent, ce qui se passe sur le continent nous intéresse. On en parlait avec Farouk tout à l'heure, et l'arbitrage. Il faut comprendre que le football, comme l'arbitrage chez nous, est politisé. Qu'est-ce qui se passe au jour d'aujourd'hui? On n'a pas l'impression, parce que les retours qu'on a avec des amis qui sont à la CAN, on échange, c'est que certains pays du Maghreb, c'est vrai que les comptes sont favorisés, notamment les soutiens de M. Ahmed, le président de la CAF. Ouais. Il se passe. On a vu les suspensions de certains arbitres avant la CAF qui ont été réintégrés. L'arbitre du match Algérie-Sénégal qui était suspendé pendant 6 mois. Mais pas que le seul. L'arbitre gabonais, qui est un très bon arbitre, qui a failli ne pas y aller seulement pour une faute durant le match au Roya. Oui. Et le président de Roya et en même temps le président de la fédération guinéenne. Donc, vous savez, ça ne rassure pas les arbitres. Ils sont scrutés tous les jours. La moindre erreur peut être fatale. Mais contre qui? Contre certains pays du Maghreb. Ouais. Vous voyez, c'est un climat qui est quand même délétère à ce niveau. Ça va être compliqué quand même d'arbitrer comme ça à ce niveau-là, parce qu'en plus, on rappelle que la VAR va intervenir qu'à partir des quarts de finale. C'est la question que j'allais poser, justement. Donc, on a une compétition qui est biaisée d'entrée, là. Ah oui. Et pourquoi la VAR intervient qu'à partir... Enfin, comment on arrive à décider cela? C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui sur toutes les compétitions internationales, la VAR, si on l'utilise dès le début, on ne l'utilise pas. Donc je ne comprends pas pourquoi on se dit non, ce sera à partir des quarts de finale qu'on utilisera la VAR. Donc ça, il faut comme si les matchs, les quarts de finale, à partir des quarts de finale, c'est des matchs plus importants que les matchs de poule. Comme si en fait les qualifiés, c'était déjà acquis pour eux quelque part, qu'il n'y aurait pas de surprise. Non, c'est assez curieux comme décision. C'est bizarre. La motivation première n'est pas sportive. C'est sûr. Elle n'est pas sportive, elle est forcément politique quelque part. On se dit, si elle la VAR,
on peut mettre en difficulté un grand pays. Un pays supposé être grand, supposé passer au second tour. On laisse tout le monde batailler, puis on se dit, à partir des quarts de finale, on fera un termine là-bas. Ouais. À ce moment, on verra. Sauf que ne pas faire un termine là-bas pourrait faire en sorte qu'un pays... Imaginons que le Ghana ne se qualifie pas. Ouais. Parce que le Ghana a été nettement floué par l'arbitre. Parce que le carton rouge ne se justifie pas. Sur John Boy, oui, il est sévère, ne se justifie pas. Ouais. Si c'est justifié, le penalty de Mané, ou j'ai vu, je ne sais plus quel match, un joueur qui allait droit au but, ceinturé, pas de carton, la règle, elle est formelle là-dessus. Ouais. Voilà. Donc c'est d'autant moins justifiable que ce soit sur cet angle-là, parce que si effectivement c'est fait pour favoriser un gros, ne pas passer le premier tour dans un format à 24, quand on est un favori, il faut vraiment le faire exprès. Quoi. On dit ça, il faut le faire exprès, Par exemple, on prend le cas de la RDC, ça va être compliqué jusqu'au bout pour eux. Oui, donc, mais après, la RDC ne faisait pas partie des favoris, comme peut l'être le Sénégal ou encore le Maroc. Là, le Sénégal est aussi en danger, parce qu'ils ont remporté qu'une victoire et ils ont perdu contre l'Algérie. S'ils font un mauvais résultat contre le Kenya, ils pourraient même ne pas être meilleur troisième, donc ça pourrait être compliqué pour eux aussi. Je suis pas... Non, la RDC était l'un des favoris, parce que déjà au second tour, pas sorti du premier tour. Ah d'accord. Non, je parle de favoris pour dans le favoris. Attention, moi je parle plus au niveau final. Pendant le groupe. Oui, mais même pour le dernier carré, souvenons que les deux derniers carrés avec la RDC. La RDC a été troisième en 2015. Oui, il n'y a pas de souci. Et sorti en quart de finale il y a 2 ans. D'accord. Donc la RDC est sur le déclin, on est bien d'accord. Mais ils sont habitués quand même à bien figurer. Après moi je parle par rapport aux qualificatifs qu'ils ont fait, ça a été très compliqué. Ils sont qualifiés à la dernière journée, des matchs amicaux qui ont été ric-rac et ça s'est pas très bien passé. Des joueurs qui sont sélectionnés et qui jouent pas forcément dans leur club. On parle de Chancel Bemba ou de Youssouf Mouloumbu. Des joueurs qui sont sur le terrain, qui ne jouent pas forcément à leur poste. Donc ça fait plein d'éléments en fait qui font que malheureusement Ibenge peut tenter de faire une bonne équipe, ramener des binationaux, etc. Mais malheureusement au final la sélection est sur le déclin. Enfin, selon moi. Après, c'est pas une vérité absolue, mais selon moi, elle est sur le déclin. On va revenir quand même sur le match Tunisie-Mali avec une nouvelle question téléspectateur. J'ai peur décrocher. Non, je vais juste poser la question. Peut-être je vais la poser à qui ça concerne le Mali. Qualification acquise ou pas pour le Mali? Est-ce qu'il y aura une mauvaise surprise face à l'Angola, Thierry? Non, pour moi, je pense pas. Dans ce format, déjà, avec l'ancien format, avec 4 points, on passe. Ouais. Maintenant, dans ce format, avec 4 points, le Mali, au jour d'aujourd'hui, pour moi, devrait pouvoir passer. Ouais. Surtout que c'était un Mali qui gère. Je trouve le Mali avec plein de certitudes, surtout derrière. Oui. Ils sont complémentaires derrière. Les latéraux arrivent à être très performants sur les phases offensives. Les attaquants, le jour d'aujourd'hui, Bangassouba doit résoudre juste plus son problème de lien entre le milieu et l'attaque. L'appui de Marega, je pense. Et ils ont plus de difficultés aujourd'hui à passer le premier rideau contre la Tunisie, mais à chaque fois qu'ils passaient et qu'ils accéléraient, ils mettaient la Tunisie en difficulté. Après, il y a eu une vraie différence entre la première mi-temps et la deuxième. Et jusqu'où peut aller cette équipe du Mali? Quand on voit son groupe qui n'a pas de star, qui est au-dessus du lot, c'est assez homogène. Je vais pas comparer à la Zambie, hein, mais c'est vrai que ce genre d'équipe-là, avec un groupe assez homogène, solidaire et vraiment qui tire dans la même direction, ça peut aller loin. Après, je sais pas, je peux pas vous dire comme ça qu'ils vont gagner la CAN. Ça peut peut-être retrouver le dernier carré comme il y a quelques années. Oui, pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas. Après, le travail fourni par les sélections maliennes depuis quelques années, c'est vraiment très sérieux. Comme tu le disais, en équipe de jeunes, c'est performant. Ça va en finale de Coupe du Monde U20, je crois. U20. Les espoirs font des bons résultats aussi. Et tout cela, en fait, prépare à l'équipe A. Et quand ils arrivent en équipe A, ils sont bien accueillis par les joueurs plus aguerris. Et ça amène un collectif très intéressant qui fait pas mal de bons résultats. Ça, c'est un exemple, effectivement. C'est ce qu'on disait par rapport à la Tunisie, par rapport au problème de gardien. Aujourd'hui, dans toute équipe nationale, justement, on le voit avec les équipes françaises et autres européennes, on prépare dès les U16 jusqu'à U19, espoir, effectivement, d'avoir la même stratégie de jeu, la même... Comment dire ça, le même état d'esprit, la même philosophie. On prépare déjà les générations d'après, c'est-à-dire qu'on insère petit à petit donc des jeunes, on n'a pas peur de lancer des jeunes, etc. Mais c'est vrai qu'en Afrique, aujourd'hui, on a ce problème-là, parce qu'il y a toujours effectivement,
politiquement, il y a des joueurs qu'il faut faire jouer, même si on sait qu'ils sont sur le déclin, parce que c'est un nom, parce que la population est derrière. Je me rappelle à l'époque, le tollé que ça avait fait quand François Mambi, qui n'avait pas été sélectionné par, je ne sais plus, le sélectionneur de l'époque du Cameroun, il s'est fait virer tellement après. Voilà, donc ça c'est... Moi je pense qu'aujourd'hui le Mali justement est en train d'un peu, mais gentiment, mais sûrement, en train de casser ces codes-là. En préparant un petit peu la génération. À leur niveau, tranquillement et sûrement, comme tu l'as précisé tout à l'heure, mais c'est vrai que ça peut être un exemple. Puis bon, c'est un joli pied de nez que la sélection se porte bien sur le terrain, alors que la fédération actuellement, il y a une grosse lutte interne, comme quoi le football reprend ses droits. Juste dernière question avant de finir cette première partie. Du coup, Farouk, dernier match Tunisie-Mauritanie, il ne faudra pas se louper. Non, d'autant plus que les premiers signes de progression de la Mauritanie, c'était en 2016, au premier tour préliminaire aux qualifications de la Coupe du Monde 2018. Exactement. Il y avait eu un double Tunisie-Mauritanie qui avait été très compliqué, beaucoup plus compliqué qu'on ne le pensait. La Mauritanie menait à Nouakchott, était à un but d'arracher la prolongation à Rades, et ça a été très compliqué. Est-ce que la Mauritanie peut poser des sérieux problèmes à la Tunisie, Thierry? J'en parlais en off avec Farouk, je disais, vu comme ça sur le papier, non. Ouais. Oui, mais maintenant... au jeu de confiance, je pense que la Mauritanie gagnerait à se mettre en confiance. On avait un match, l'entrée était difficile contre le Mali. Là, la Mauritanie va se rassurer en jouant contre l'Angola. Normalement. On va commencer à prendre confiance parce que c'est des novices. Et c'est un championnat qui... le championnat mauritanien, c'est une R1 et R2. Niveau R2 en France. Donc, dernier match contre la Tunisie, ils n'ont rien à perdre. Ils jouent en face contre l'ogre tunisien, enfin, encore une fois. Ils pourraient poser des problèmes, comme dit Farouk, à cette équipe tunisienne. Mais est-ce que c'est normal de voir une Tunisie qui n'est pas sereine à l'idée d'affronter la Mauritanie? Normal, pas forcément normal, mais après c'est une Coupe d'Afrique. Ouais. C'est une compétition où tout le monde a envie de tirer son épingle du jeu. La Tunisie aime se faire peur aussi. C'est vrai aussi, c'est vrai. Ça, faut pas l'oublier. Et il pourra en parler plus que moi, je pense. Je pense que ça va être allez, je vais mettre ma pièce directement. La Tunisie va battre la Mauritanie. Je les ai vus en fait trop beaux, déjà face au Mali. Je m'attendais à ce qu'ils fassent un peu une perf, même si je voyais le Mali au-dessus. Mais malheureusement, ils m'ont déçu. Donc je pense que la Tunisie reste au-dessus, que ce soit sur le papier ou sur le terrain. Et je pense que ça va se vérifier au prochain match. Il n'y a plus de petites nations en Coupe d'Afrique. C'est fini ça, c'était à l'époque. C'est parti. D'ailleurs, ça se voit, il n'y a pas trop de score fleuve à part le 4-1 qu'il y a eu la dernière fois. Donc autant dire que c'est loin d'être gagné pour la Tunisie, que la Mauritanie aura son mot à dire. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie. On va débriefer sur le fameux Côte d'Ivoire-Maroc. Dans les deux, il y a beaucoup de choses à dire. À tout de suite. Vous savez que là dehors, en fait, ils sont des milliers à compter sur nous. On sait que c'est difficile. L'adversaire est coriace. Il faut rien lâcher. Surtout, ne vous laissez pas impressionner. Et on cherche les combinaisons. Soyez collectifs. Comme toujours. On est une bonne équipe. On est une belle équipe. Et moi, j'ai confiance en vous. C'est comme ça qu'on pourra battre le codystrophie. Et aider les enfants malades. Allez, c'est parti. Bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Bienvenue à toutes et à tous dans le grand journal des sports. Stade Afrique, toute l'actu, tous les sports, tout l'Afrique. Salut à tous, vous connaissez After Stade. Pendant la CAN, rendez-vous dans After CAN, votre émission 100% foot, tous les soirs après le dernier match du jour, avec en plateau mes invités et mes chroniqueurs pour débattre sur des sujets enflammés. Au programme, beaucoup de bonne humeur et aussi de l'analyse et du décryptage. Mais aussi votre participation à vous les téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Envoyez-nous vos questions, on y répondra en plateau. On compte sur vous dans After CAN sur Stade Afrique et nulle part ailleurs.
Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sport Palabre sur Stade Afrique. Est-ce qu'eux, ils y vont sans complexe en disant « mais moi aussi j'ai le droit ». Maintenant après, comme je disais tout à l'heure, c'est un tour de table des fois qu'on peut avoir. On veut responsabiliser les fédérations. En fait, déjà dès que tu commences en pro, on te dit tu as ce devoir d'exemplarité. Qu'il se passe en Europe, en Asie, en Afrique ou ailleurs, le monde entier pourra le voir. Des débats enflammés, des polémiques et des spécialistes. Votre talk show du mercredi, c'est Sport Palabre à 19h20, présenté par Laurent Leleu. Retrouvez-moi tous les mardis à 19h40 dans Brakissa Rencontre pour découvrir une nouvelle personnalité du monde sportif. After Can, deuxième partie, toujours accompagné d'Anderson Awa, Babacar Sall, Farouk Abdou et Thierry Mouyouma. On va passer à la deuxième affiche de la soirée. Côte d'Ivoire-Maroc, Maroc-Côte d'Ivoire. Les Lions de l'Atlas contre les éléphants. Un choc qui sur le papier devait être prometteur. Il y a eu du jeu, il y a eu de bonnes choses, de moins bonnes choses. Le Maroc s'est imposé finalement 1-0. Forcément, je me tourne vers vous, Anderson, parce que vous êtes le plus concerné, vous qui avez connu ces éléphants. Victoire convaincante du Maroc ou Côte d'Ivoire sans inspiration? Côte d'Ivoire sans inspiration, déjà. Je pense que je vais pas être méchant parce que c'est vrai que bon, voilà, c'est que les matchs de qualification. Je pense, de manière générale, c'est intéressant le fait qu'on ait perdu ce match-là. Ouais. Ça va nous donner une claque, nous réveiller. C'est une équipe jeune, il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, parmi ces joueurs-là, il y en a que c'est leur première CAN. Je pense à Nicolas Pepe. Alors, je ne veux pas tirer à boulet rouge sur Nicolas Pepe parce que c'est vrai qu'on attendait beaucoup de lui dans cette CAN. Et c'est ce qu'on se disait en off tout à l'heure. C'est vraiment les grands joueurs, quand ils font une grosse saison. Il a fait une grosse saison avec Lille. Mais là, donc avec la Côte d'Ivoire, c'est le niveau international. Même si voilà, il y a des joueurs qui jouent souvent la Ligue des Champions. Mais le niveau international, une CAN reste une CAN. Une CAN reste une CAN, on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de petites équipes. Voilà, on est sur le continent africain. Le jeu est très endurci. On l'a vu avec Amrabat, effectivement, qui était quand même assez virulent, qui a remplacé, entre guillemets, notre Séredier, qui habituellement est dans ce cas-là. C'est qui bouge les gens, voilà. C'est vrai. Ouais. Donc, je pense qu'on a été, si je peux résumer ce match en une phrase, on a été, voilà, on a manqué d'agressivité sur le porteur du ballon, c'est sûr. On était à 100 mètres du porteur du ballon, aucune pression. À un moment donné, donc en première mi-temps, on a abusé de jeu long, je ne sais pas pourquoi, alors qu'on a la possibilité de jouer au milieu de terrain. Quand on joue en 4-2-3-1 comme ça, il faut que les trois, justement, en soutien de l'attaquant, puissent animer le jeu. Et on l'a pas vu. C'était pas le cas. On l'a pas vu. Canon qui a abusé de long ballon pour chercher Pépé. Pourquoi? Surtout que c'est pas son jeu du tout. Non, du tout, je n'ai pas compris. Alors, c'est ce qu'on se disait en off avec mes amis. Aujourd'hui, voilà, notre sélectionneur a quand même, je pense et j'espère, pris une leçon par rapport à Hervé Renard qui a préparé. Alors justement, parlons-en d'Hervé Renard parce qu'il avait été beaucoup critiqué après le match contre la Namibie. On a vu un Maroc soporifique, un Maroc sans idée, sans intention dans le jeu. Là, quand même, il a su rectifier le tir, Farouk. Effectivement, d'une part avec l'intégration de Belhanda qui a vraiment apporté beaucoup de fluidité au milieu de terrain. Qui était très complémentaire avec El Hamadi et Boussoufa. Et on avait le sentiment, comme dit Anderson, qu'à chaque fois que le Maroc faisait une incursion, que ce soit contre le contre supersonique qui aurait pu apporter le deuxième but ou l'attaque placée, que les défenseurs ivoiriens étaient un peu loin et il y avait un temps de retard. Ah ouais, on était très loin. On était très loin. Et même sur le porteur du ballon, il n'y avait pas d'agressivité. On les regardait jouer. C'est ce que tu disais tout à l'heure. On a joué le match avant. On a joué ce match avant. Rien que sur le but de Nesri, le placement de Serge Aurier, il est super douteux. Il est archi loin en fait. Et moi ça m'a surpris. Parce que Serge Aurier qui est censé être le patron de cette défense, le capitaine de cette sélection, se faire prendre comme ça. Alors oui, le mouvement est beau, hein. On va pas se mentir. Mais être aussi loin du défenseur alors que
de l'attaquant, pardon, alors que tu sais que c'est la seule option possible pour l'attaquant. Je trouve ça. Oui, il a traversé. désolant. Il a traversé Mais moi, en ce moment, sur le match, j'ai un constat que je fais déjà. La semaine dernière, lors de la première journée, on se posait la question de savoir comment réagiraient les équipes de l'Afrique noire par rapport aux températures. C'est vrai. Au jour d'aujourd'hui, l'impression qu'on a, c'est que les équipes du Maghreb et l'Égypte passent mieux sous les températures folles de cette CAN actuelle. Donc c'est déjà le premier élément. Le deuxième élément qu'il faut retenir sur le plan de l'engagement de ces équipes, c'est qu'à ces températures fortes, les joueurs, à un moment donné du match, sont obligés de se gérer. Oui. Peser leur effort. Je pars, je pars bien pas. sûr, bien. Pour revenir un peu à la difficulté de la Côte d'Ivoire, certainement que, évidemment, qu'en football, quand une équipe est en difficulté, c'est que l'adversaire vous pose des problèmes. Bien sûr. Donc, la Côte d'Ivoire, pour moi, a eu du mal à sortir le ballon de derrière. Ce qui a amené les centraux à abuser du jeu long. Parce que si vous avez le lien entre la défense et le milieu, c'est facile de trouver l'attaque. Donc il n'y a pas ce lien, on saute les premières lignes pour trouver les dernières et jouer peut-être le deuxième ballon. Mais sauf que ce deuxième ballon, ceux en face jouent très bien de la tête. La deuxième chose, c'est le pressing marocain est équilibré. Le Maroc a pu jouer en équipe, contrairement à la Côte d'Ivoire qui se cherche et qui a voulu utiliser les aspects techniques et des valeurs intrinsèques. Individuelles peut-être de certains joueurs, c'est ça? Parce que ça s'est vu grand comme une maison en deuxième mi-temps quand ils sont passés en 4-2-4. Là, tout de suite, on a compris que les joueurs étaient dans un dispositif où ils étaient déséquilibrés. Déjà, on était déséquilibrés en positionnement, mais déséquilibrés aussi dans la stratégie. Non, mais en 4-2-4, en deuxième. Oh non, mais c'était. Alors, peut-être que première question téléspectateur de Yves Premier. Je te tiens à Yves Deuxième, je ne sais pas. Il me dit, croyez-vous que cette équipe de Côte d'Ivoire peut passer les premiers tours avec le jeu qu'elle nous propose? Franchement, ça serait une surprise de ne pas l'avoir passé. Après, voilà, je pense que ce match face au Maroc, c'était le choc. Le Maroc se devait de se rattraper de son premier match, même s'ils avaient gagné contre la Namibie. On attendait beaucoup plus de jeu. Ils ont été beaucoup plus cohérents. L'entrée de Balanda a fait du bien. Au niveau de l'attaque, il y avait du mal avec En-Nesyri et Amrabat au début du match face à la Namibie. Là, il y a eu pas mal de combinaisons. Ils ont beaucoup joué ensemble. Et puis le milieu était beaucoup plus cohérent. Donc je pense que cette équipe du Maroc a posé beaucoup de problèmes, comme l'a dit notre ami. Sur la première mi-temps. Sur la deuxième mi-temps, ça a été un peu... allez, on essaye de faire un peu ce qu'on peut et ce qu'on veut, parce que la stratégie n'a pas du tout été travaillée. Jouer en 4-2-4 en Coupe d'Afrique en deuxième match, c'est un peu sauf qui peut et à l'abordage tout le monde. Mais je pense quand même que la Côte d'Ivoire va s'en sortir. Anderson, est-ce qu'il faut s'inquiéter du coup? Non, je ne suis pas inquiet. Non, honnêtement, je ne suis pas inquiet pour la qualification. Oui, c'est ça. Ce format, effectivement, 4-6 points on passe. Je ne suis pas inquiet pour la qualification. Pour la qualification au premier tour. Voilà. D'accord. Maintenant, par contre. C'était la question. Voilà. C'était la question. Pour le reste, je suis effectivement inquiet pour le reste. On n'était pas serein. On va se dire la vérité, entre tous ceux qui connaissent le football, tous ceux qui sont de la Côte d'Ivoire, on s'est dit on peut jouer les outsiders dans cette coupe. Sait-on jamais? C'est une Coupe d'Afrique. C'est vrai que c'est un groupe jeune, c'est une nouvelle équipe. Voilà, on rebâtit encore comme d'habitude. On n'a pas gardé cette ossature après le passage de Renard. Voilà, on ne va pas revenir sur le passé. Donc cette non-qualification à la Coupe du Monde a laissé des traces. Encore contre le Maroc. Mais non, je ne suis pas inquiet sur la qualification. Mais ce match, je pense qu'on parle souvent de match de référence d'un point de vue positif. Mais ça peut être aussi, comment dire ça, un électrochoc pour l'équipe. Surtout les jeunes qui découvrent la Coupe d'Afrique et qui vont se dire, voilà, vraiment, il faut vraiment prendre les équipes au sérieux et vraiment redoubler d'efforts au niveau du jeu. Ça peut être une défaite salvatrice pour peut-être l'avenir. Alors, autre question toujours de Yves Revenier, il en a posé deux, il a de la chance. Ne pensez-vous pas qu'il manque un certain Gervinho à cette équipe? Moi, je ne pense pas qu'il manque Gervinho. Je pense que le sélectionneur, dans ses choix, dans sa sélection, a pris trop de joueurs de même registre. C'est-à-dire que là, sur le banc... On avait déjà dit ça, je crois, d'ailleurs. En fait, il a fait que doubler les postes. Oui, tout le monde double les postes. Mais là, il n'a pas fait que doubler. Avec les mêmes profils, il les a triplés, et peut-être même quadruplés, parce que le football moderne, qu'est-ce qu'il impose? Il impose des joueurs avec une capacité de faire 2-3 postes. C'est qui, sur un terrain de jeu, à un moment, pour changer le plan de jeu, l'entraîneur est amené à prendre X, faire jouer dans une position basse ou haute. Sauf que dans sa condition à lui, à Ibrahim Kamara, c'est qu'il a Zaha, qui est au banc de touche, qui a le même profil que Boni. Il a Zaha, qui a le même profil que Cornet. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'il va t'amener à faire? Se demander dans la précipitation qui je fais rentrer. Et quand on se pose, pour un entraîneur, quand on arrive à se poser cette question, on perd le fil conducteur du match et les minutes s'égrènent sans qu'on se rende compte de quelle stratégie aborder au moment opportun. Je pense que plutôt, excuse-moi, je pense que quand même, enfin,
Boni est quand même un profil particulier quand même. C'est un point de fixation. Oui. C'est quand même quelqu'un qui arrive à jouer facilement dos au but. Et quand on joue en 4-2-3-1 comme ça, il faut justement... Enfin, je ne suis pas en train de critiquer le coach en disant qu'il fallait faire jouer Boni d'entrée. Voilà, je respecte son classement, comme on dit au pays. Mais c'est vrai que Boni a un profil assez particulier que Cornet, c'est pas fixation. Oui, c'est un gars sur le côté ça veut dire, qui va animer. Ça veut dire que si tu veux utiliser Boni et l'autre qui a commencé, tu ne peux jouer que dans un 4-4-2. Tu ne peux jouer que dans un 4-4-2. Oui. À partir du moment où tu les fais jouer les deux. Non, là il fallait pas le faire jouer Kodja. Même tu fais jouer les deux, ça non, mais si les deux jouent, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ailier. Parce que sinon, voilà. c'est. Non, mais voilà. Dans le 4-2-3-1, il faut un point de fixation. Là, c'est un 4-4-2. Un point de fixation. Sauf que lui, en termes d'ailier, il en a 6. C'est Cornet, Gradel, Pépé, Zaha. Exactement. Donc on a l'impression que les choix des joueurs fait que le choix du système s'impose. Exactement. Et de toute façon, on adapte un système en fonction des zones qu'on a. Oui, mais là, en fait, on a l'impression que la Côte d'Ivoire ne peut jouer qu'en 4-3-3. Parce que si on sort de ce système-là, ça déséquilibre toute l'équipe. La Côte d'Ivoire a fini en 4-2-4. Oui. C'est-à-dire que vous avez... Mais déséquilibré. Complètement. Mais totalement déséquilibré. 4-2-4, moi j'utilise un Football Manager personnellement. C'est quand je suis mené que je dois marquer. Déjà, il a mis 4 minutes pour substituer, comment il s'appelle, Aurier. Pour rentrer le jeune à droite. Il a mis 4 minutes. Dans sa tête, qu'est-ce qui se passait? Est-ce qu'il faut que je joue avec 3 derrière? Mais il s'est rendu compte qu'avec 3 derrière, c'était le boulevard, l'indépendance. Il a fallu réaliser à ce moment. Faire rentrer le jeune en 4 derrière. Il y avait 4 devant et les 2 excentrés ne revenaient pas. Non. Et quand ils ne reviennent pas, il n'y a que 2 pivots dans le milieu. Donc le Maroc avait la capacité a pu profiter de ce système. Ça m'a fait penser, je ne sais pas si Babacar et toi va aller avoir des souvenirs. Sénégal-Zambie. Le Sénégal-Zambie de la CAN 2012. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai occulté. C'est vrai qu'il y avait des boulevards. J'ai occulté. Les boulevards en deuxième mi-temps, c'était quand même... Et la fin de match déstructurée de la Côte d'Ivoire faisait un peu penser à ça. Et en fait, le profil des joueurs pourrait être propice. On aurait pensé que si le Maroc avait la possession de balle, peut-être si la Côte d'Ivoire se positionnait un peu plus bas et tirait profit du profil de Kodja et Cornet, ça aurait été bien de les mettre au début et profiter de la vitesse, etc. pour trouver des espaces. Mais ça implique de jouer bas et d'assumer de ne pas avoir le ballon. Alors encore une question téléspectateurs et internautes, d'ailleurs ils sont 2 en même temps à avoir à peu près eu la même idée, donc ça tombe très bien, d'Olivier Capo-Golvin et de Issouf Sako qui nous dit: pouvons-nous considérer comme favori une équipe qui n'est pas capable de gagner ses 2 premiers matchs? Oui. Maintenant... On parle de la Côte d'Ivoire là. Comment la question? Pouvons-nous considérer comme favori une équipe qui n'est pas capable de gagner ses 2 premiers matchs? Moi je continue à confirmer. Je rejoins Babacar. Mais à quel moment une équipe qui gagne même pas ses 3 premiers matchs gagne. Le Portugal a gagné en 2016 en n'ayant pas gagné ses 3 premiers matchs de phase de poule. Là c'est plus la déception du supporter qui parle. Oui, je pense que la configuration actuelle, précisons-le, permet que tout le monde puisse passer. Mais au second tour, ils vont adapter, forcément ces équipes vont adapter une autre stratégie de jeu. Donc on va moins se livrer, on va peut-être commencer à reconstituer des lignes de 4, 2 pivots plus une grosse ligne de 3 devant et attendre l'erreur de l'adversaire. Les équipes vont beaucoup calculer et on aura forcément les températures, la VAR, les matchs qui iront en prolongation. La fameuse VAR. La fameuse VAR. Tout à l'heure, il parlait de sérénité. Citez-moi une équipe que vous avez vue sereine sur les 2 matchs depuis le début de cette CAN. L'Égypte? Non, moi le Mali. Le Mali dans l'aspect de jeu. Dans l'aspect de jeu, parce que les mecs ils se connaissent, ils ont l'habitude. Ils viennent des catégories inférieures ensemble. Mais après, il n'y a pas une équipe qui se dégage, qui sort du lot. Là, je suis d'accord avec lui. C'est ce que je suis en train de me dire. Tout le monde voyait le Maroc au top, l'Égypte au top. L'Égypte qui a fait bon. Ces 2 premiers matchs tranquillement, c'est vrai aussi. Le Sénégal a déçu. L'Algérie a fait son premier match contre le Kenya, même s'ils ont gagné leurs 2 matchs, a déçu aussi. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui sort du lot. Bon allez, on va dire l'Égypte parce que c'est la vérité. Mais pour l'instant, au niveau sérénité, il y a encore du Il n'y a pas de petites équipes, c'est pour ça. Ce n'est pas un problème de perdre un de ces 2 premiers matchs à partir du moment où on tire les leçons des conditions qui ont fait ça. Si la Côte d'Ivoire en tire les leçons pour savoir comment se positionner, défendre un peu plus agressif, si le Sénégal tire les leçons de la défaite face à l'Algérie en se disant ne plus être frustré contre une équipe qui est trop agressive et ne pas s'occuper de ça et s'occuper de son jeu, s'ils en tirent les leçons, ça sera bénéfique pour la suite. Donc c'est pas non plus une nécessité. Bien sûr. Alors, vous savez, le public ivoirien, c'est le public africain en général. Qui est exigeant, il faut savoir gérer l'impatience. Oui, bien sûr. Ils sont exigeants et je pense qu'il faut s'armer de patience et il faut qu'il y ait un déclic après ce match-là.
contre la Namibie, il faut que vraiment voilà, on montre un autre visage pour pouvoir attaquer les phases finales sereinement. Alors, il y en a un qui était au premier lors de ce match, c'est notre correspondant Mel Bercher, il était à Abidjan. Il a suivi le match Côte d'Ivoire-Maroc avec la communauté marocaine et ivoirienne, et notamment l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire. Regardez un petit peu le débrief des supporters des deux côtés. Après, on revient au plateau pour en parler. On est vraiment très satisfait du rendement des joueurs marocains. Bon, c'est bien dommage qu'en étant des ressortissants marocains établis en Côte d'Ivoire, on aurait aimé que ce soit l'égalité qui va boucler le match. Mais finalement, ça c'est le football. On est bien content pour le Maroc, on est un peu moins content pour la Côte d'Ivoire. Mais c'est ça, l'essentiel, c'est que le match s'est déroulé dans le fair play, s'est déroulé dans les règles de l'art. Et vraiment, c'était une véritable fête du football, c'était un véritable show footballistique. Les gens ont été épatés. C'est le cas de tout le monde. Bien sûr, on est déçus, on espérait au moins égaliser, ça ne s'est pas passé. Bon. Normalement, ça devrait aller, mais bon, on ne sait jamais avec l'équipe qu'on a là. Donc, bon. Je ne vais pas parler, on reste prudent, c'est tout. Les Ivoiriens n'ont pas démérité, tout le monde a bien joué, mais encore une fois, c'est le football. Et comme on dit, la CAN n'est pas finie. La Côte d'Ivoire est encore dans le coup, le Maroc, bien entendu, est qualifié. Et la suite est encore à venir. Et on a bon espoir que le Maroc fasse un parcours remarquable. En somme, les Marocains étaient forcément contents, oui. Et ce qui se comprend, mais en même temps, ils étaient un peu déçus pour la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai l'impression que tout le monde s'attendait à mieux avec cette équipe. Mais tout le monde s'attend toujours mieux avec la Côte d'Ivoire, parce que c'est vrai que sur le papier, on a d'excellents joueurs, des joueurs qui jouent dans des grands clubs, qui ont fait une très grande saison. Je reviens sur Pépé, on parle de Kessié, on parle de Gradel, qui a fait quand même une bonne petite saison avec Toulouse, Kodja, enfin, il y a quand même des noms. Et c'est vrai que des noms, c'est une chose, mais après, il faut justement arriver à associer ces noms-là. Voilà, donc aujourd'hui, en termes, que ce soit sur le plan collectif ou sur le plan individuel, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est passée à côté. Ouais. Mais elle est passée à côté, simplement. Donc, il ne faut pas s'alarmer, c'est vrai, mais il faut quand même redoubler de vigilance par rapport à la suite de la compétition. La Côte d'Ivoire est passée à côté et le symbole, malheureusement, c'est Nicolas Pépé qui était très attendu. Vous en parlez tout à l'heure en début de cette partie. Nicolas Pépé, on rappelle, prix Fouet 2019, donc meilleur joueur africain de Ligue 1, qui est très attendu dans cette compétition. D'ailleurs, on va regarder un petit peu sa fiche de stats à Nicolas Pépé. Thierry, comment on peut expliquer qu'un joueur qui est tant attendu n'arrive pas encore à prendre ses marques, ses galons pour être un leader dans cette sélection? Mansour, j'ai envie de dire que les grandes compétitions, quand elles arrivent, les jeunes joueurs, deux fois, qui ne sont pas assez armés mentalement, arrivent souvent à les jouer. Et la CAN, je le disais souvent ici, je l'ai dit ici, la CAN est une compétition assez particulière. Et la CAN va aider, par contre, Nicolas Pépé à franchir un cap, à devenir un autre joueur. C'est-à-dire que déjà l'arbitrage qu'il a en Ligue 1 n'est pas le même. Bien sûr. L'atmosphère, l'adversité qu'il a, c'est forcément pas... Et même au sein de sa sélection même, la gestion du groupe, la logistique n'est pas la même qu'il rencontre ici en Europe. Donc forcément, ce n'est pas le même joueur quand il doit prendre part. Mais est-ce que du coup ça n'a pas créé chez lui une frustration, parce qu'on sait que voilà, c'est un joueur qui est en train de prendre de la valeur, de l'importance, et peut-être qu'il ne ressent pas encore ça dans le groupe, qu'on lui donne pas encore qu'on ne met pas assez en confiance, qu'on ne donne pas encore, on va dire, comme on dit dans le jargon, les clés du camion. C'est sûr, quand on arrive dans un groupe comme ça, même si on est attendu parce qu'on a fait une grosse saison, voilà, on ne vient pas en sélection c'est pas pareil. La sélection, quand on arrive, il y a des cadors, il y a des cadres, il y a, comme tu le disais, il y a tout un contexte autour. Et il peut y avoir de la frustration ce soir pour Nicolas Pépé, mais justement, quand on est un grand joueur, il faut justement aller au-delà de cette frustration-là. Ouais. Et normalement, le groupe va travailler pour lui. Mais après, il y a d'autres joueurs offensifs qui sont là aussi, qui sont en sélection depuis un moment. Je pense à Wilfried Bony, qui était sur le banc ce soir. C'est sûr qu'à eux, aujourd'hui, d'aider Nicolas Pépé, justement, à s'intégrer rapidement dans cette sélection. Moi, par contre, j'ai une question. Moi, j'ai peut-être pas suivi la préparation de la Côte d'Ivoire. Est-ce que Nicolas Pépé, en sélection de Côte d'Ivoire, il a un match référence? Parce que s'il n'a pas un match référence, il serait hasardeux de le jeter dans le grand bain de la CAN. C'est ça la difficulté. Est-ce qu'on peut ne pas mettre Nicolas Pépé actuellement? Moi, je pense qu'on peut ne pas le mettre. Est-ce qu'on peut ne pas mettre Nicolas Pépé? Je pense qu'on peut ne pas le mettre. Quand on regarde
les deux contextes. Le contexte de la Ligue 1, totalement différent de la sélection de Côte d'Ivoire dans une compétition qui s'appelle la CAN. Pour rassurer... C'est compliqué de ne pas le mettre. Je pense que oui. On ne comprendrait pas. On serait les premiers sur ce plateau à le critiquer. Mais à ce moment, ça rejoint la mauvaise liste de sélectionneurs. Parce que quand on regarde la composition de cette équipe, enfin, tu te dédouanes peut-être. Anderson, c'est des douanes. Vous avez compris, Anderson, en fait, il ne veut pas trop dire. Non, pas se mouiller. Tout à l'heure, on a été de l'autre côté. Oui. Donc, toi-même, tu sais comment ça se passe. Je suis aujourd'hui entraîneur. Je pose la question, parce que si tu amènes un gamin dans cette compétition, qui n'a pas un match de référence, il est quand même difficile de lancer dans le même quand à côté, tu as un Zaha qui a des épaules plus larges que lui, qui attend, qui a Max Cornet qui a fait une très bonne entrée. Parce que je sais déjà, je pense savoir qu'au prochain match, Pépé ne devrait pas pouvoir commencer. Parce qu'ils vont jouer la qualification. Avec ce qu'il a fait aujourd'hui, le garçon est dans un coin de sa chambre en train de refaire le match dans sa tête. Et pour se rassurer, les anciens vont te dire, c'est rien, ça passe là, mais c'est les mêmes qui vont dire au coach, ok, le gamin, pour qu'on passe, il va attendre et nous, on va faire l'affaire. Et il y a le timing de la compétition qui, pour une fois, le dessert. Parce que si on était resté sur une configuration hivernale, il arrive en pleine bourre de Lille, ça n'aurait pas du tout été pareil. Là, c'est l'été, la saison est finie, il a fait une grosse saison, il pense au transfert. Peut-être à sa valeur marchande qui va fluctuer en fonction de ses prestations. On rappelle quand même que plus tu as fait une grosse saison, plus tu es attendu par les autres défenseurs, et plus bien évidemment l'étau se resserre autour de toi. Et là, si Pépé avait fait une saison à 6 buts et 4 passes D, bon, ça aurait été un joueur lambda, on n'aurait pas forcément calculé ce Nicolas Pépé là. Sauf que quand tu sors une saison aussi prolifique et aussi intéressante, bien évidemment... Mais là, juste pour finir sur Pépé, je pense que c'est même pas... Enfin, je ne veux pas être méchant avec Nicolas Pépé parce que je pense que voilà, c'est un jeune, il a besoin de s'aguerrir, c'est un très grand joueur, il faut respecter. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment passé à côté de son match. Alors, soit il a joué avant, parce qu'on le voyait, j'ai pas vu ses stats, mais les contrôles manquaient. C'est pas Nicolas Pépé, c'est pas Nicolas Pépé qui était complètement hors sujet. On va se dire les choses. Et ça, psychologiquement, ça joue sur l'équipe. Parce que quand on a un grand joueur dans une équipe, quand on est derrière, moi j'étais défenseur, quand on est derrière, quand on peine à récupérer le ballon, qu'on envoie de longs ballons à un de nos meilleurs joueurs et qu'on le voit justement dans cet état-là, psychologiquement on se dit, putain, si lui il n'arrive pas, voilà. Quand on voit la dernière action avec un retourné acrobatique de Traoré, voilà, c'est le signe aujourd'hui que effectivement toute l'équipe a essayé de combler un petit peu ces maladresses offensives. Gradel, j'en parle pas. Kodia, j'en parle pas. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est toute l'équipe qui doit se remettre en question. Et je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'il ne faut pas aligner Nicolas Pépé pour le prochain match. Ce serait pareil comme le gardien. Je pense que c'est un mauvais signe. Alors on va aussi reprendre une autre question téléspectateurs et internautes et parler aussi un petit peu du Maroc. Justement, c'est Olivier Capot-Colvin qui nous la pose. Peut-on désormais considérer le Maroc comme le favori numéro 1 pour cette CAN ? Non, il y a l'Égypte, c'est ça? Non, mais... Favori, non. Mais c'est dans la continuité du retour de l'enthousiasme avec la qualification de la Coupe du Monde. Cette entame-là, qui est meilleure que celle de la CAN 2017, va augmenter les espoirs et beaucoup d'attentes des supporters des Lions de l'Atlas. Là, la tournure du match ravit beaucoup de monde. Le sentiment que... Moi, je reste persuadé que c'est une équipe qui peut beaucoup mieux exprimer son style quand elle joue en contre, parce qu'elle a vraiment beaucoup de capacité à vite remonter. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu une fois que le Maroc a mené 1-0, c'était beaucoup plus facile pour eux, parce qu'ils ont des joueurs, d'une, pour garder le ballon, et de deux, pour exploser en contre. Après, c'est beaucoup plus facile, parce que c'était complètement dispersé au milieu de terrain. Mansour, on va pas revenir là-dessus. Non, mais pour faire un match, il faut faire deux équipes. Oui, non, mais... Il faut deux équipes. Non, attention, respect au Maroc, qui, tout à l'heure, on parlait de match de référence. Ça peut être le match de référence pour le Maroc, pour la suite de la compétition. Psychologiquement, ils ont l'air très reboostés. Amrabat qui est revenu avec ses caractéristiques de homme du match d'ailleurs, Amrabat. Homme du match. Semblable à ce qu'il avait fait contre l'Espagne du monde. En-Nesyri qui était très ému à la fin du match, qui avait l'air complètement en crise de confiance après le premier match, qui là a réussi le geste qu'il fallait. Belhanda dont l'intégration est réussie parce qu'il a remis de la fluidité dans le milieu de terrain. Hakimi, malheureusement, il ne joue pas sur le couloir où on le verrait mieux. Mais justement, c'est la configuration de Renard qui veut vraiment verrouiller avec Dirar à droite et Hakimi à gauche pour préserver un certain équilibre. C'est toujours frustrant, mais là, ils ressortent psychologiquement très boostés. Est-ce que Mazraoui ne reprendra
pas une petite place à droite pour le prochain match? C'est possible, il fait une bonne entrée. tourner. Il faut montrer. Il faut faire tourner, oui. Après, ça peut gagner. Il ne faut pas être trop qu'il tourne quand même. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on a vu que des fois, ça pouvait jouer du tour. Alors, il y avait un autre match dans ce groupe, c'est Afrique du Sud-Namibie. L'Afrique du Sud a gagné un but à 0. Ça relance un petit peu le tout, ça redistribue les cartes. Anderson, je vois commencer à faire la moue. Parce qu'il y a un prochain match qui va être à enjeu là, du coup. Hein. Oui, parce qu'il y a quand même une pression quand même pour la Côte d'Ivoire. Il faut falloir quand même assurer qu'on a la Namibie. On a vu la Namibie, c'est pas un adversaire facile. Ouais. C'est-à-dire que le premier match, je crois qu'ils ont perdu quoi, 1-0, un but à la 94e. Ils perdent 2-0. 80, ouais, 2-0. Tout à l'heure, 1-0 pareil. Donc attention à la Côte d'Ivoire, justement, qui doit se ressaisir. Voilà, s'ils font un match nul, ils auront combien? 4 points? C'est ça. Si l'Afrique du Sud, avec une équipe du Maroc qui sera en freelance, se laisse aller, je pense pas qu'ils vont perdre, mais bon, sait-on jamais. Le football, vous savez, ça va vite. Ça peut aller très vite. Le fait aussi qu'ils aient fait des déclarations avant le match contre la Namibie en disant, Percy Tau qui avait dit on va avoir de meilleures prestations, on va se remettre en place, etc. D'avoir remis le gardien qui les avait qualifiés contre la Libye. C'était le match le plus important parce que au vu du fait que tous les deux affrontent de nouveau un favori à la fin, si on voulait prendre 4 points, c'était ce match-là qu'il fallait gagner. Du coup, l'Afrique du Sud s'est reboostée, même si elle est sur le papier plus limitée, il y a 2-3 joueurs clés et tout le reste est un petit peu homogène, ils sont revenus dans la course. Donc attention, danger pour ce match de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui affrontera la Namibie et le Maroc qui sera face à l'Afrique du Sud, un Maroc déjà qualifié, face à l'Afrique du Sud qui aura encore ses cartes en main pour se qualifier. Avant de se quitter, messieurs, comme tous les soirs, vous connaissez maintenant le petit jeu. Vous nous rejoignez dans la Ligue la Ligue Stade Afrique, le Challenge After CAN. Il y aura un cadeau à gagner pour le meilleur pronostiqueur de cette CAN. Attention, je suis remonté. Je reviens dans le top 15. Très grosse journée, très grosse soirée pour moi ce soir. Je reviens dans le top 15. Les pronostics pour les rencontres de demain, on va voir le calendrier. Il y aura Mauritanie-Angola, Cameroun-Ghana et Bénin-Guinée-Bissau. Farouk, les pronostics. On commence par le match Mauritanie-Angola. 1 partout. 1 partout. D'accord. Thierry? Victoire de l'Angola. Je dirais un 2-1. Ça connaît quasiment la Mauritanie, ça. Anderson? Victoire de l'Angola, 1-0. 1-0. Victoire de l'Angola. Également 1-0. Ok. Le choc, Cameroun-Ghana. 2-1 pour le Ghana. 2-1 Ghana. Solidarité de l'Afrique centrale. Vous pouvez m'amener à faire un pronostic favorable au Cameroun. Cameroun, d'accord. Je suis sceptique pour le Cameroun. Je pense que c'est un très bon match nul entre le Ghana. Ouais, je joue le joker. Ce sera un bon pot pour le Cameroun, ça l'a dit. Anderson? 3-1 pour le Ghana. Ah oui. 2-1 Ghana. 2-1 Ghana. Et enfin, pour finir cette journée, les surprenants écureuils du Bénin contre la Guinée-Bissau. 2-0 Bénin. 2-0 Bénin. Victoire du Bénin, je jouerai un petit 2-1. 2-1 pour le Bénin aussi. 3-0 Bénin. Amis béninois, vous avez la pression, vous avez vu, il compte beaucoup sur vous. D'ailleurs, venez demain avec un but de beauté. En plus, il annonce sa couleur. Donc, rendez-vous demain, ici, même lieu, même heure, pour commenter ce match Bénin-Guinée-Bissau. On va débriefer dessus. On attend vos questions et vos commentaires, comme d'habitude, aussi sur le site www.stadafrique.com. Allez, ciao, ciao, bonne soirée.